Le ministre iranien des Affaires étrangères se rend en Chine. Je pense que quand on regarde ce qui s'est passé récemment, sa visite en Russie et maintenant ce déplacement en Chine, on comprend bien ce qui se joue. D'autant que si je ne me trompe pas, Donald Trump doit être en Chine les 14 ou 15 mai. Le 14. Il va y aller jeudi prochain. Oui, jeudi de la semaine prochaine. Oui, moi j'y serai aussi, mais je serai à Shanghai. Je suivrai tout ça depuis Shanghai. C'est bien plus intéressant. Alors, prenons un peu de recul. Que se passe-t-il si on regarde la politique des grandes puissances, avec d'un côté l'Iran, la Russie et la Chine, et de l'autre les États-Unis? Oui. Eh bien, cette semaine est particulièrement impressionnante, Nima. Parce que la semaine dernière, on se souvient tous qu'Arakchi est allé à Saint-Pétersbourg. Et il n'a pas seulement parlé avec Lavrov, il a aussi été reçu par Poutine. Ils ont discuté pendant 1 heure et demie. Et qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Arakchi se rend à Pékin et il parle avec Wang Yi, pas forcément pendant 1 heure et demie, mais un peu plus d'1 heure. C'est quelque chose sur lequel j'insiste depuis un bon moment, dans mes chroniques et dans mes podcasts, depuis des mois en fait. C'est le RIC, le triangle de Primakov, remis au goût du jour. Quand le grand Evgueni Primakov, alors ministre des Affaires étrangères de la Russie à la fin des années 90, a eu l'idée du RIC, que beaucoup d'entre nous appelaient à l'époque le triangle de Primakov. Il y avait la Russie, l'Inde et la Chine comme les 3 grands pôles de l'Eurasie et pour l'intégration de l'Eurasie. On peut dire que depuis le sommet des BRICS de l'an dernier, et surtout ces derniers mois, et encore plus maintenant, après une 50aine de jours de guerre contre l'Iran, le nouveau RICS, le nouveau triangle de Primakov, c'est clairement la Russie, la Chine et l'Iran. Parce que ces 3 pays sont en première ligne pour construire un nouveau système de relations internationales. 3 membres des BRICS, 3 membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, et 2 d'entre eux soutiennent directement l'Iran dans la guerre, pas seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sous d'autres formes, y compris militaires. Bien sûr, ce sont des secrets d'État, mais on sait tous, au moins en partie, ce que les Russes ont envoyé à l'Iran, et aussi ce que les Chinois ont envoyé à l'Iran. Et bien sûr, le plus intéressant, c'est la partie invisible de leur aide militaire à l'Iran. Donc non, c'est pas un accident, au contraire. Certains à Washington, ces idiots, peuvent y voir une coïncidence ou un hasard. Je suis désolé, mais ce n'en est pas un. Arakchi se rend d'abord en Russie, puis en Chine, pour discuter au plus haut niveau. Parce que maintenant, on a quelque chose qui a complètement rebattu les cartes. La semaine dernière, la Russie a clairement fait savoir à l'Iran et au monde entier, puis Poutine a dit directement à Trump, au téléphone, que la Russie était désormais pleinement engagée et qu'elle soutenait l'Iran. Et s'il doit y avoir, disons, une ébauche d'accord de paix à l'avenir, la Russie y participera. Aujourd'hui, on a la confirmation que la Chine sera aussi de la partie. Et l'Iran, avec Arakchi et la direction iranienne, à commencer par l'ayatollah Moshtaba Khamenei, veulent que la Russie et la Chine soient, je ne dirais pas physiquement à la table, mais spirituellement et symboliquement présentes à la table pour tout accord qu'on pourrait conclure afin de mettre fin à la guerre. Mais ce qui s'est passé ces derniers jours, Nima, c'est des montagnes russes. On l'a tous vu. C'est complètement fou. On était presque au bord d'une reprise de la guerre. Je dirais même, à quelques minutes près, d'un redémarrage du conflit. Il y a eu toute cette histoire du kabuki des Émirats arabes unis, dont on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. On sait maintenant que c'était un faux drapeau. On peut dire, je pense, avec une certitude absolue, surtout après que les gardiens de la Révolution ont officiellement déclaré « ce n'était pas nous ».
Nous n'avons rien à voir avec ça. Alors, les médias des Émirats arabes unis, où il n'y a pas de presse libre, c'est une monarchie dictatoriale, fondée sur le travail forcé. Il n'y a rien de libéral là-bas, et encore moins de liberté de la presse. Et maintenant, ils commencent à accuser l'Arabie saoudite. Donc on se retrouve avec, non, pas une possibilité, mais une accusation, une opération sous faux drapeau menée par l'Arabie saoudite. Mais les auteurs les plus probables, ce sont les suspects habituels, et on sait très bien qui ils sont. Leur objectif, c'était de relancer la guerre et d'impliquer les Émirats dans cette reprise. Après tout, ce que fait MBZ avec les Émirats, c'est de transformer le pays en un Israël arabe. Et ce n'est pas un hasard si en Iran, beaucoup parlent désormais des États hébreux unis, les United Hebrew Emirates. J'adore cette expression. United Hebrew Emirates. I love this definition. It is a United Hebrew Emirates because they are completely aligned. C'est un véritable émirat hébraïque uni, parce qu'ils sont complètement alignés avec les sionistes. Ils sont alignés avec l'administration Trump. Ils sont alignés avec les sionistes. Ils ont d'énormes intérêts financiers liés à la famille Trump et à tous ces profiteurs qui gravitent autour de lui. Des investissements dans l'économie américaine, peut-être 1,4 billion de dollars, ce qui est énorme. C'est même plus que leur fonds souverain, en réalité. Ils construisent des centres de données partout aux Émirats, achètent des quantités d'armes aux États-Unis et entretiennent bien sûr des relations très très étroites avec la secte de la mort en Asie de l'Ouest. À tel point qu'au début de cette semaine, Netanyahou a appelé MBZ. Il coordonnait les prochaines étapes. On était vraiment au bord d'une reprise de la guerre. Et puis soudain, Nima, sans prévenir, on a le babouin des barbares qui déclare que l'opération échec épique, c'est fini. Bien sûr que c'est fini, si l'Iran capitule pour toujours. Mais qu'est-ce qu'il a en tête, lui, en cas de capitulation iranienne? Sinon, il recommencera à bombarder encore l'Iran. Voilà où on en est aujourd'hui. Il peut changer d'avis demain. Il peut changer dans les prochains jours, avant sa visite en Chine, pour rencontrer Xi Jinping, jeudi et vendredi prochain. Et là, il va arriver. C'est très très important. Et c'est ça le titre pour nous tous. D'ailleurs, je veux intituler la chronique que je suis déjà en train d'écrire. J'ai commencé avant de te parler, Nima. Trump arrive en Chine sans aucune carte en main. Trump arrives in China with 0 cards in his hand. And we could even say less than 0. On pourrait même dire moins que 0, surtout après l'échec de ce soi-disant blocus de dernière minute, ou demi-blocus, ou une sorte de dérivé du premier blocus. On ne sait même plus comment l'appeler. Lui, il a parlé d'un projet humanitaire, ou quelque chose comme ça, de liberté. Ce truc-là a duré moins de 2 jours, parce que tout le monde a bien vu que c'était une blague. Aucune compagnie d'assurance, aucun propriétaire de pétrolier n'aurait osé naviguer en suivant les instructions américaines, qui se trouvaient en fait dans les eaux territoriales omanaises. Et le Pentagone disait en gros, voilà, vous y allez, vous coupez votre transpondeur et vous priez. Si vous avez de la chance, vous passerez. C'est ça en substance que disait le Pentagone. Donc personne n'a emprunté cette route de transit. Les gens essayaient encore d'obtenir le feu vert pour traverser les eaux territoriales iraniennes. Vous savez, demander l'autorisation, payer le péage, fournir tous les documents, et ainsi de suite. Et les règles, évidemment, changent tout le temps. Maintenant, on a une autorité du Golfe Persique, formidable, avec un logo magnifique. Et la procédure très détaillée. Et maintenant, tout se fait par email. J'adore, parce que maintenant, on peut tout faire par email. Payer en rial. Donc, ça évolue du côté iranien dans la gestion du détroit d'Ormuz. Tout évolue très vite. Ils sont en train de simplifier le processus et probablement qu'ils ont atteint la version finale. Ça va sans doute rester comme ça un moment. Et ensuite, bien sûr, ils en discuteront avec les Omanais pour voir comment ça va se passer.
Les Omanais vont installer leur propre péage de l'autre côté. Aucun problème, ils en ont tout à fait le droit. Mais ce nouveau statut juridique du détroit d'Ormuz, voilà, c'est acté. Ça ne changera pas. Et ça ne changera pas non plus autour d'une table de négociation, en supposant qu'il y en ait une. Donc Trump arrive à Pékin les mains vides. Il a lancé une guerre qu'il a perdue sur absolument tous les plans possibles, dans l'ensemble du tableau. C'est une défaite stratégique totale. Pas un seul objectif initial n'a été atteint. D'ailleurs, les objectifs de départ étaient complètement absurdes dès le début. Ils voulaient une décapitation, un changement de régime, une révolution de couleur qui durerait le temps d'un week-end à Téhéran et une nouvelle histoire pour pouvoir aller en Iran, prendre le contrôle des ressources naturelles et bien sûr, entre autres, s'emparer du détroit d'Ormuz. Non seulement ils n'ont rien obtenu de tout ça, mais pratiquement toutes leurs bases militaires à travers l'Asie de l'Ouest ont été détruites. 90% ont disparu, et elles ne reviendront pas. Ces idiots arabes ne sont pas si idiots que ça, au point de laisser revenir ces bases, parce que dans l'avenir, ils se feraient à nouveau bombarder à cause d'elles. Et maintenant, ils doivent, je dirais, redéfinir complètement la manière dont ils entretiennent leurs relations avec l'Iran. The conviviality with Iran is on completely new terms now. And Iran, once again, now is a big power. Et l'Iran, encore une fois, c'est désormais une grande puissance. Ce n'est plus seulement une puissance régionale en Asie de l'Ouest, c'est une vraie grande puissance. Pas encore au niveau des trois premières, mais ça s'en approche. Et tout le monde va devoir s'y faire. Le Sud global comme le Nord global. Alors, ce que Trump a fait, surtout ces dernières 24 heures, c'est le reflet de son incompétence totale et de sa confusion, non? Il a annulé ce soi-disant projet humanitaire, blablabla, cette foutaise, en moins de 2 jours, parce qu'il a vu que personne n'y croyait. Les gens ont bien compris que c'était du bluff. Donc le régime, la gestion du détroit d'Ormuz ne va pas changer. La situation, tout le processus, c'est une toute autre histoire. Is going to be very, it's a completely different story. And then comes the UAE question, which Et puis, il y a la question des Émirats arabes unis, qui en ce moment est sans doute la plus urgente. Comment l'Iran va-t-il réagir maintenant qu'il sait avec certitude que les Émirats faisaient partie de la guerre depuis le début? Les Émirats ont collaboré à des attaques très ciblées contre l'Iran tout au long du conflit. Pour l'instant, l'Iran n'a même pas commencé à répondre à cette question, ni à envoyer de messages. Parce que ce qui s'est passé avec les salves de missiles balistiques et les drones, ce n'était pas iranien. Donc l'Iran n'a pas encore commencé à punir les Émirats. Mais ça viendra. Enfin, d'une certaine manière, c'est déjà le cas, Nima, parce que la nouvelle carte bloque les ports émiratis. Les Émirats ne peuvent plus exporter de pétrole depuis Fujairah. UAE cannot export oil from Fujairah anymore. They will have to ask for. Ils devront demander l'autorisation à la marine des gardiens de la Révolution pour savoir où naviguer, payer les droits de passage, tout ça, ce qu'ils refusent de faire. Eh bien, c'est très simple. Si vous refusez de le faire, vous ne pourrez pas exporter de pétrole. C'est aussi simple que ça. C'est donc la question la plus urgente en ce moment. Et bien sûr, on ne sait pas si ce cessez-le-feu, cette fin de guerre, ou peu importe comment on appelle l'opération de communication que Trump a annoncée d'hier à aujourd'hui, on ne sait pas si ça va tenir dans les prochains jours ou si ce n'est qu'une autre manœuvre. Les Iraniens sont un peu pris de court. Et ensuite, on pourrait voir la reprise de la guerre pendant le week-end. Tout est possible, comme on le sait. Oui, exactement. Ce qui s'est passé, je pense que c'était hier, est vraiment important. L'attaque contre Fujairah. Il y a 2 ports aux Émirats arabes unis. Fujairah et l'autre, c'est Khor Fakkan. Tous les 2 servaient à exporter du pétrole. Et leur capacité a été brutalement réduite hier, passant de 3,5 millions voire 4 millions de barils par jour à seulement 500 000 barils par jour. C'est énorme.
Vous savez, ils ont l'infrastructure, mais je pense que ceux qui ont fait ça ont réussi leur coup. Et ce n'est pas tout. Avec la nouvelle carte que l'Iran a présentée jusqu'à présent, ils ne vont tout simplement plus pouvoir exporter autant de pétrole depuis ces deux ports. Et Pépé, à propos du détroit d'Ormuz, vous avez mentionné le nouveau mécanisme défini par l'Iran. D'après ce qu'on a appris jusqu'ici, le paiement se fera en rials. En rials. Et l'émission des garanties se ferait à l'intérieur du système bancaire iranien. It would be within the Iranian banking system. Exactly. Let me find. Exactement. Attends, j'ai des tonnes de documents ici, et quand je veux retrouver quelque chose, c'est toujours donne-moi juste une seconde, Nima. Je veux retrouver les termes exacts. Non, c'est pas là. Oh bon sang. Alors ok. Celui-là peut-être. Oui, voilà. Je suis désolé. Oui, les voilà. Paiement prioritaire en rials. Mais c'est intéressant, Nima. Quand ils disent paiement prioritaire, il y a sans doute une sorte de clause d'échappement. Si on n'a pas de rials, ils pourraient accepter des yuan. Je pense que c'est ça. Le yuan servirait de monnaie de secours si c'est trop compliqué pour ta compagnie d'assurance ou pour les propriétaires du pétrolier ou peu importe, d'obtenir des rials iraniens. Deuxième point, garantie bancaire dans des banques iraniennes. Alors ça, Nima, tu peux me dire si c'est une opération compliquée. Comment on obtient une garantie bancaire dans une banque iranienne? On peut faire ça en ligne, par exemple. Oui, tu peux faire ça en ligne. Il y a plusieurs applications pour ça, et ce sera vraiment facile à obtenir. Facile, d'accord. Si tu utilises le système de banque en ligne, oui. D'accord, merci. Bon, point numéro 3. Si un pays a causé des dommages à l'Iran pendant la guerre récente, il doit d'abord payer les réparations avant d'obtenir l'autorisation de passage. Comment ça marche, ça? Comment allez-vous déterminer quel type de dommages et comment peut-on les payer? C'est très vague. Je vais vous donner un exemple concret. Des drones partent de la base de Sigonella, en Sicile, en Italie. Ça veut dire que la Sicile, en tant que membre de l'OTAN, a facilité cela. Est-ce que l'Italie devra payer des réparations? Et comment ferait-elle? C'est donc très compliqué. Dans le cas des voisins du Golfe Persique, c'est beaucoup plus simple. Et je suis sûr que les Iraniens ont une liste complète de tout ce qui a été visé depuis les bases situées chez leurs voisins du Golfe. Mais depuis l'Europe, ce sera bien plus compliqué. Enfin bref, ça c'est le point numéro 3. On dirait que l'Italie, avec la France et le Royaume-Uni, doit le payer. Oui, bien sûr, puisqu'ils sont membres de l'OTAN. Mais comment allez-vous faire concrètement pour l'identifier au cas par cas? Est-ce que vous allez l'attribuer à l'OTAN, à Bruxelles, ou bien à chaque nation individuellement? Eh bien, je suis sûr que tôt ou tard, ils finiront par établir une procédure détaillée pour tout ça. Parce que nous n'avons pas le document. On a seulement une sorte de résumé du document. Tu as raison. Donc en fait, ça devrait être facturé à l'OTAN, à Bruxelles. Ils devraient envoyer la facture au siège de l'OTAN à Mons, près de Bruxelles. Ce serait la bonne chose à faire, avec une armée d'avocats internationaux derrière eux. Bon, au moins, on connaît plus ou moins la procédure. Ah, et voilà mon point préféré, le numéro 4. Dans tous les documents, il faut écrire le bon nom, le Golfe Persique. Oui, c'est génial. C'est absolument... Oh, hey, les idiots. C'est le Golfe Persique. Ce n'est pas le Golfe Arabique, ni le Golfe de Trump, ni toutes ces bêtises. Non, le Golfe Persique. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc ça fera partie de... Enfin, ce sera sur la table, Nima, en supposant qu'il lance une sorte de négociation probablement après la visite de Trump en Chine. Ça ne se fera pas plus tard cette semaine, ni au début de la semaine prochaine. It's not going to happen later this week or early next week. Not yet. Only after he comes back from China. Pas encore. Seulement après son retour de Chine. Mais théoriquement, et apparemment. Et tout ça, c'est en train d'être présenté d'une certaine manière. On ne sait pas si c'est vrai ou pas.
Il travaillerait sur un protocole d'accord d'une seule page, très très vague, mais qui serait, disons, le point de départ d'un long processus de négociation. Si, Nima, on obtient ce protocole d'accord dans les prochains jours ou au début de la semaine prochaine, je dirais que c'est déjà une victoire, vu d'où on partait au début de cette semaine, quand la reprise de la guerre semblait pratiquement inévitable. Alors, pourquoi ça se passe maintenant? Par désespoir. Pas seulement à cause de tout ce qui a mal tourné dans cette guerre choisie, mais aussi parce qu'il part en Chine la semaine prochaine avec moins que rien en main. Et quelle pression peut-il vraiment exercer sur les Chinois? What sort of pressure he can exercise over the Chinese? Less than zero once again. Can you imagine if he had a war? Encore une fois, moins que zéro. Tu imagines s'il avait en plus une guerre à gérer. Dans sa tête, il a mis la guerre de côté pour pouvoir parler aux Chinois. Mais les Chinois vont lui dire « Écoute, c'est toi qui as déclenché cette guerre, c'est toi qui l'as provoquée. » Et aujourd'hui, le mot-clé que les Chinois ont utilisé après la rencontre entre Arakchin et Wang Yi, c'est « cette guerre est illégitime ». Du point de vue chinois, Nima, c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire que tout ce qui touche à cette guerre est illégal. Tout, absolument tout. C'est ça, le point de départ chinois. D'ailleurs, c'est aussi le point de départ iranien. Pour eux, c'est une guerre illégitime, illégale, une guerre de choix. Illégale sous tous les aspects du droit international. Et de la Charte des Nations Unies, peu importe. Tu vois ce que je veux dire. And the United Nations Charter, whatever, you know. So I'm sure Xi is going to make this to. Je suis sûr que Xi va dire tout ça à Trump en face à face, très clairement. On voit bien que l'approche de Pékin et celle de la Russie sont un peu différentes. Disons qu'elles avancent en parallèle. Je vais donner un autre exemple. Juste après Arakchi, Lavrov, Poutine a décroché le téléphone. Il a appelé Trump. Et en gros, voilà ce qui n'apparaît pas dans la transcription du Kremlin et que Ushakov n'a pas fait fuiter. C'est ça, le vrai fond de l'affaire. Ce qu'on ne peut évidemment pas laisser sortir comme ça. Poutine tendait la main à Trump, en quelque sorte. C'est pour ça que cet appel a duré plus d'1 heure et demie. Il a expliqué en détail la position iranienne, sachant très bien que Trump, il ne peut pas assimiler tout ça. C'est trop d'informations. He cannot process this. It's too much information, and he doesn't know the dossier to understand what the Et il ne connaît pas assez le dossier pour comprendre ce que les Iraniens veulent faire. Il a probablement parlé des 14 points, pas seulement des 3 principaux, mais bien des 14 en détail. Et ensuite, il a dit, écoutez, si vous envisagez une invasion terrestre, d'aller à Karg ou d'envoyer des destroyers dans le détroit d'Ormuz, ne faites rien de précipité. Parce que votre situation, votre position, après ça sera infiniment pire que celle que vous avez maintenant, qui est déjà catastrophique. Donc réfléchissez sérieusement à vos prochaines étapes. Je dirais que 2 ou 3 jours plus tard, on a eu l'impression que Trump n'avait pas compris le message. Pourquoi? Parce qu'il a lancé ce projet humanitaire, liberté, je ne sais plus. Ah oui, l'opération Freedom. Yeah. Operation Freedom, yeah. Operation Freedom, assuming L'opération Freedom, c'était en partant du principe que tout le monde allait adorer l'idée que les Américains soient là pour protéger les pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz. Mais évidemment, ceux qui connaissent le terrain, les compagnies d'assurance, les propriétaires de navires, bref, tous les acteurs concernés, regardent la carte, regardent la situation et se disent ils ne pourront rien protéger du tout parce qu'ils n'arriveront même pas jusque-là. S'ils s'approchent du détroit d'Ormuz, ils seront coulés, tous sans exception. Et les gardiens de la Révolution l'avaient déjà annoncé, jour après jour. Si vous venez ici, c'est fini, c'est votre destin. Donc, pas étonnant que cette opération ait duré moins de 48 heures, annulée par Trump lui-même. L'échec a été tellement spectaculaire qu'il l'a tout simplement annulé et oublié. D'accord, mais il a maintenu le blocus précédent. Techniquement, ce blocus est toujours en place. Mais même ce blocus-là ne bloque pas grand-chose. Parce que, comme on le sait tous, Nima, toi tu le sais, notre public le sait aussi, ils sont très loin.
Ils sont dans la mer d'Arabie, au sud de l'océan Indien. Ils doivent patrouiller une zone de plus de 1000 km. C'est tout simplement impossible. Il y a plein de façons de l'éviter. On peut éteindre son transpondeur ou naviguer tout près des eaux territoriales pakistanaises. Et voilà, ce n'est pas étonnant. Si on regarde sur Tanker Trackers, tout est là. Les navires vont et viennent sans arrêt. Mais évidemment, il ne pouvait pas annuler les deux en même temps. Alors, il a annulé le second, ce qui était complètement stupide. Mais le premier, en théorie, est toujours là. Simplement, il ne bloque plus rien. Et bien sûr, les conséquences pour l'économie mondiale continuent. C'est ça, la grande inquiétude pour nous tous et pour tout le monde à travers la planète. Parce qu'il y a encore quelques pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz, surtout en direction de l'Asie. Et la plupart des pays de la région, ici en Asie, sont désespérés. Ceux qui dépendent de l'énergie venant du Golfe deviennent maintenant vraiment désespérés. Il faut donc qu'il y ait un mouvement, une initiative pour débloquer la situation. Les Iraniens sont prêts à mettre la question du détroit d'Ormuz sur la table avec les Américains. Mais tout commence par le premier point. Il y a une logique, une séquence à suivre. Nous avons besoin de garanties écrites, soutenues par les garants, et cela inclut surtout la Russie et la Chine, qu'il n'y aura plus de guerre contre l'Iran ni contre l'axe de la résistance. Si les Américains refusent cela, il n'y aura rien à négocier dès le départ, et ils n'auront jamais l'occasion de parler du détroit d'Ormuz. Quant au dossier nucléaire, c'est la troisième étape. C'est bien plus loin. Pour l'Iran, ce n'est pas une priorité. Ils peuvent faire quelques concessions sur le dossier nucléaire, mais seulement si le premier point est réglé, celui qui compte le plus. Plus de guerre. Mais même là, Nima, laisse-moi te poser la question. Tu es un négociateur iranien. Tu reçois une garantie écrite du gouvernement des États-Unis affirmant qu'ils ne lanceront pas une nouvelle guerre contre toi, ni contre l'axe de la résistance. Est-ce que tu leur ferais confiance? Impossible de leur faire confiance. Vraiment impossible. C'est impossible. Exactement.